Bien, comme vous avez pu voir dans mes dernières vidéos, la télécommande du récepteur est terminée. Le récepteur est dans son cabanon au fond du jardin. Maintenant, il va falloir lui adjoindre une antenne. Et pour ça, j'ai eu une idée, c'est d'essayer de dupliquer une antenne professionnelle d'une marque bien connue. Donc je tiens à préciser que c'est pas dans un but commercial, hein, c'est juste, ça sera réalisé à un seul exemplaire pour mon propre usage. Alors pour ça, je me suis inspiré d'un ancien modèle, car malheureusement, j'ai pas le schéma du nouveau modèle d'antenne. Donc j'ai trouvé tous les renseignements sur l'excellent site RX Control de Bertrand F4 IED. Je crois que c'est un modèle qui date début des années 80. Donc là, on voit l'antenne démontée avec deux adaptateurs d'impédance pour la partie horizontale, un adaptateur d'impédance pour la partie verticale et le coupleur hybride 90 degrés. Là, on a le gros plan sur l'adaptateur d'impédance pour la partie horizontale et là, la partie verticale. Alors, pour les détails du schéma, on verra plus tard. Pour l'instant, j'en suis pas là. Donc voilà, le but de la vidéo, c'est le fameux coupleur 90 degrés qui rentre dans la conception de l'antenne. Sans ce coupleur-là, on perd tous les avantages de l'antenne. Ce composant-là sert à pouvoir faire la réception en horizontale omnidirectionnelle. Et malheureusement, c'est très dur à trouver, neuf comme d'occasion. Il n'y a quasiment pas de description sur le net. Alors, des coupleurs hybrides pour les hyperfréquences, des descriptions, on en trouve à l'appel. Mais quand il s'agit de faire un coupleur large bande dans la bande décamétrique, là, ça n'existe pas. Enfin, presque pas, disons. J'ai trouvé que deux vendeurs en France pouvant me proposer ce genre de produit, mais à un prix complètement délirant de 750 euros. Là, je trouve qu'il y a quand même un peu d'abus. Enfin, à force de chercher, j'ai quand même trouvé un document spécialisé sur ce genre de composants. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voici le seul document que j'ai trouvé après quasiment une semaine de recherche. Donc document qui traite des coupleurs hybrides large bande. Et dans ce document, vraiment un coup de bol, il y a la description d'un coupleur 2 à 32 MHz, c'est-à-dire tout à fait ce que je cherchais. Avec déjà les valeurs calculées. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, je l'ai simulé à l'aide de LTSPICE pour voir si ça collait. Donc voyons voir ce que ça donne. Sur ce genre de coupleur, le signal d'entrée est divisé par 2, c'est-à-dire qu'à la sortie 0 degré, on aura moins 3 dB, et sur la sortie 90 degrés, moins 3 dB aussi. Donc on a bien un signal divisé par 2. Donc je lance la simulation. Pour l'instant, je vais m'occuper du port 0 degré, c'est-à-dire le port direct. Donc la phase, on ne s'en occupe pas. Et là, effectivement, on voit bien que ça tient les moins 3 dB, c'est-à-dire que la courbe varie entre 2,85 et 3,18. Bon, là, il faut comprendre que c'est très dilaté, hein. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est... on a l'impression qu'il y a une grosse variation, mais en réalité, non. Entre 2,85 et 3,18. Pour le port direct, c'est-à-dire 0 degré. Maintenant, je vais regarder le port 90 degrés, c'est-à-dire le port couplé. Donc je vais changer la valeur pour la mesure. Ah, c'est pas évident, tout petit. 4. Donc voilà. Je relance la simulation.
Et là pareil, donc sur le port couplé 90 degrés, ça varie entre 2,85 et 3,18. Donc apparemment le schéma est correct. Et sur le port ISO, il devrait y avoir une grosse atténuation puisque rien ne passe. Donc on va tester ça. Donc on va mettre R2. Et là, effectivement, on est à moins 39 dB. Donc c'est correct. Donc le schéma apparemment est correct. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau de la phase. Alors pour la phase, donc je relance. Je me pointe sur le port non couplé 0 degré. Donc je supprime la trace puisque je veux conserver que la phase. Je pointe maintenant sur le port 90. Ok, donc je rajoute un curseur. Alors, je vais changer les couleurs. Capricieux. Voilà. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la différence de phase est constante de 2 à 32 MHz. On a bien la même différence de 2 à 32 MHz. Alors, maintenant, on va regarder la mesure et on a une différence de phase de 89,7 degrés, c'est-à-dire quasiment 90 degrés, quoi. Mais dans le document, il est préconisé qu'on peut encore améliorer la phase en rajoutant ici un transfo d'équilibrage. Là, on voit bien que sur cette voie-là, il y en a un, mais là, la phase est inversée. Hein, on a bien les points inversés, donc c'est-à-dire qu'ici, on se trouvera avec un signal dont la phase sera inversée par rapport à ici. Donc je vais rajouter ce fameux transfo, mais ce coup-ci, on n'inverse pas les phases. Là, on a bien le signal qui rentre ici sera en phase, enfin le signal à sortie plutôt sera en phase avec le signal à l'entrée. Donc comme ça, les voies sont bien équilibrées. Ça, c'est ce qui est préconisé dans le document. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si je relance la simulation? Alors, ouais, il faut que je refasse complètement. Ouais, il faut que je refasse complètement la simulation. Alors, donc je recommence. Maintenant donc avec ce fameux transfo là. Je sais pas pourquoi il m'inverse ça comme ça, je comprends pas, enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant avec le rajout de ce transformateur d'équilibrage? Eh bien on a bien 90 degrés. Voilà. Pile poil 90 degrés et c'est bien constant de 2 à 32 mégas. Donc le schéma est parfaitement opérationnel. Et maintenant, je vais le réaliser en réel. Donc je reprends le document et je regarde les conseils pour la réalisation. Donc il y a un tableau avec la valeur des inductances, le type de tore utilisé, la perméabilité et le nombre de spires. Malheureusement, je n'ai pas ces tores. Et on voit qu'ils sont tous différents. Alors je vais vous faire voir maintenant comment j'ai fait pour contourner ce problème. Retour au schéma. Et on voit qu'il y a 4 cellules. Et chaque cellule a sa propre fréquence de résonance. 1.088, 4.572,
13.997, 58.808 MHz. Donc par exemple, si je prends cette cellule-là, L1, c'est-à-dire ici, L1, donc la valeur en micro-henri, là la capacité C1, c'est-à-dire ici, la valeur en nanofarad. Si je les rentre dans un simulateur, je me retrouve bien avec 1 méga 0,88 pour cette cellule. Alors pour commencer, il faut se munir d'un capacimètre. Alors ça c'est le minimum, hein. C'est le minimum, hein. En dessous on tombe dans le gadget. Donc un capacimètre, et si vous avez une capacité de précision pour pouvoir le tester, donc là moi j'ai un coup de chance, j'en ai une, c'est une capacité Omica de 77 pf 1%. Donc je vais vérifier ça. Voilà, donc là 77,5, on est dans les clous. Donc je vais prendre comme exemple la cellule qui résonne sur 58.808 MHz. Et il faut une capacité de 54,13 pf. Alors pour arriver à cette valeur-là, il faut les mettre en parallèle. Donc c'est ce que j'ai fait, alors de préférence en CMS. C'est ce que j'ai fait, j'en ai mis deux en parallèle pour me rapprocher le plus possible de cette valeur-là, parce que tout dépendra de la précision des condensateurs. Ensuite pour le tore, quand on a le tore qui va bien, il faut bobiner 7 tours. Sauf que moi, des tores j'en ai plein, mais j'ai aucune idée de leurs caractéristiques. Donc je les ai tous essayés, j'ai même démonté un mélangeur équilibré pour récupérer des tout petits tores. Et c'est pas gros, hein. Là on a la capacité en CMS, et j'ai bobiné un tout petit tore pour voir si par hasard ça fonctionnait. Donc ensuite, finalement j'ai trouvé un tore. Bon là il est bobiné, hein, je l'ai déjà mesuré, avec 7 tours, que je mets en série avec la capacité de 54,13 pf et que je vais insérer dans un montage qu'on va voir. Donc voilà, la capacité est ici, donc soudée à la masse, un côté soudé à la masse. Ensuite, le fil du tore soudé en haut de la capacité et l'autre fil relié au passage, à la tige de passage qui va à l'analyseur de spectre. Donc il faut un analyseur avec un générateur de tracking. Donc la sortie du tracking est reliée ici. L'entrée de l'analyseur est reliée ici. Donc automatiquement à la résonance du circuit, parce que c'est un circuit série, à la résonance il va se produire un court-circuit et automatiquement le niveau va baisser. Et c'est ce qui se passe. Ça c'est la ligne de référence, et on voit qu'à la résonance, comme le circuit se comporte comme un court-circuit, on voit qu'à la résonance le niveau descend et on trouve une fréquence de 67 MHz. Donc là je suis beaucoup trop haut, il va falloir augmenter le nombre de spires ou alors rapprocher. On voit que là les spires sont très espacés, donc je coupe la vidéo, je rapproche les spires et je refais une autre. Donc voilà, j'ai rapproché les spires et maintenant je suis bien sur la fréquence de résonance de la cellule 58.808. On voit bien que le creux est bien à 58.808. Donc voilà la technique pour quand on n'a pas les caractéristiques des tores, on peut faire cette manip. C'est comme ça que j'ai fait pour les 4 cellules. Et maintenant je vais vous faire voir une cellule terminée.
Voilà, la cellule est terminée. On voit que c'est bien 2 fils torsadés. La capacité de 54,13 pf est soudée au-dessus. Et j'ai mis un point de colle pour stabiliser les spires pour éviter que ça se dérègle. Alors vous n'êtes pas obligé de trouver exactement le nombre de spires qui va bien avec le tore testé. Si vous arrivez à la résonance et que vous avez 5 spires en plus ou en moins, ça fera l'affaire aussi. Le tout, c'est de se rapprocher le plus possible des valeurs indiquées dans le document. Voilà, le coupleur est terminé. Je l'ai monté sur du circuit imprimé très fin pour éviter les pertes. Mais enfin bon, là c'est un peu du chipotage. Les pistes imprimées ont été calculées pour faire une impédance, pour avoir une impédance de 50 ohms. Avec des logiciels qu'on trouve partout en ligne. Ça c'est facile à se procurer. Les tores binoculaires ont été bobinés pareil avec 2 fils en main. Donc là on a le tore inverseur, enfin le transfo inverseur plutôt, et le transfo non inverseur. Donc je l'ai fait le plus petit possible puisque ça va être intégré dans l'antenne. Là j'ai directement mis sur le port isolé, j'ai directement mis en parallèle 2 résistances de 100 ohms CMS. Là on a le port d'entrée, le port 0 et 90 degrés. Donc maintenant on va voir ce que ça fait aux mesures. Alors j'ai balayé de 2 MHz à 32 MHz et je me suis mis à 5 dB par division. Donc là je suis sur le port non couplé, c'est-à-dire 0 degré. J'ai placé le marqueur dans le plus mauvais des cas et je trouve cette valeur. Donc c'est supérieur aux 3 dB attendus, c'est normal, on n'est pas dans un monde parfait. Et le circuit contient des pertes, mais tout ça c'est normal. Après, sur le port 90 degrés, donc le marqueur pareil placé dans le plus mauvais des cas, et je trouve cette valeur. Donc on peut comparer, on peut faire une comparaison rapide entre le 0 et le 90 et on voit que ça bouge pas beaucoup. Ensuite, ça c'est l'isolation entre le port 0 et 90 degrés. Donc pareil, j'ai placé le marqueur dans le plus mauvais des cas et je trouve cette valeur. Pour la mesure de l'erreur de phase, malheureusement je n'ai pas d'analyseur de réseau, donc j'ai fait ça à l'oscilloscope. Je me suis placé dans les conditions les plus mauvaises, là où je trouvais le plus d'écart de phase. Et on voit bien que la trace ici là, ne passe pas exactement au centre. Alors je vais zoomer. Voilà, on voit bien que la trace là ne passe pas au centre. Donc ça veut dire qu'il y a un écart de phase. Alors pour trouver cet écart, je me suis connecté à un site de simulation. J'ai reproduit la même erreur de phase. On voit bien que la trace ici ne passe pas exactement au centre. Elle est décalée vers la gauche. Et je trouve 87 degrés. C'est-à-dire une erreur de 3 degrés. Sur cette mesure, je me suis placé à 1 MHz, c'est-à-dire hors spécification du montage. Le montage est prévu pour démarrer à 2 MHz. Donc évidemment, on a un écart d'amplitude. Par contre, l'écart de phase est à peu près respecté. Je ne m'attendais pas à ça. On voit que c'est à peu près respecté. Donc à 1 MHz. Alors maintenant, si on compare les mesures à la version commerciale, c'est-à-dire la version qui se trouve dans l'antenne, donc là j'ai les caractéristiques, et on trouve à peu près le même résultat, c'est-à-dire isolation 20 dB, erreur de phase 3 degrés. Peut-être que là, sur le mien, l'écart serait plus important, et encore, il faudrait bien regarder les courbes, moi j'ai pas pris le temps.
Pour moi, le plus important, c'était l'erreur de phase et l'isolation. Et quand on regarde sur le modèle récent de coupleur, c'est un coupleur 3 dB, 2 à 32 MHz, au petit prix de 750 euros. On voit que c'est à peu près les mêmes mesures. Erreur de phase 3 degrés. L'isolation est meilleure évidemment, hein, puisque moi j'avais 21 dB, là c'est à 23 dB. Enfin ça fait quand même cher du dB, hein. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Ça peut être utile aux SWL qui veulent coupler deux antennes actives horizontales. Ça peut être très intéressant.